Notre objectif était la destruction de l'Iran. Notre objectif était la destruction des capacités d'enrichissement d'uranium de l'Iran et la fin de la menace nucléaire provenant d'un État qui est le principal sponsor du terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire impressionnant. Les installations clés de l'Iran pour l'enrichissement de l'uranium ont été complètement et définitivement détruites. L'Iran, le fauteur de troubles du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix, sinon les futures attaques seront bien plus importantes et bien plus faciles. Pendant 40 ans, l'Iran a appelé à la mort de l'Amérique et d'Israël. Ils ont tué nos enfants, leur arrachant bras et jambes avec des bombes artisanales au bord des routes. C'était leur coup de maître. Nous avons perdu plus de 1000 personnes, et des centaines de milliers de personnes au Moyen-Orient et dans le monde entier sont mortes à cause de leur haine. Tant de personnes ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé depuis longtemps que je ne laisserai pas cela continuer. Cela ne continuera pas. Je veux remercier et féliciter le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Nous avons travaillé comme une équipe, peut-être comme aucune autre équipe ne l'a jamais fait auparavant. Et nous avons parcouru un long chemin pour éliminer cette terrible menace pour Israël. Je veux remercier les militaires israéliens pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Et, ce qui est le plus important, je veux féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces magnifiques appareils ce soir, ainsi que tous les militaires des États-Unis qui ont participé à une opération comme le monde n'en avait pas vu depuis de nombreuses décennies. J'espère que nous n'aurons plus besoin de leur service à une telle échelle. J'espère que ce sera le cas. Je veux également féliciter le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Risen Kane, un général exceptionnel, ainsi que tous les brillants esprits d'un militaire qui ont participé à cette attaque. Compte tenu de tout ce qui précède, cela ne peut pas continuer. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran, bien plus terrible que celle que nous avons observée au cours des 8 derniers jours. Rappelez-vous qu'il reste encore de nombreuses cibles. Celle d'aujourd'hui était la plus difficile de toutes et peut-être la plus meurtrière. Mais si la paix n'arrive pas rapidement, nous poursuivrons d'autres cibles avec précision, rapidité et maîtrise. La plupart d'entre elles peuvent être détruites en quelques minutes. Aucune armée au monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait aujourd'hui, même de près. Il n'y a jamais eu d'armée capable de faire ce qui s'est passé il y a tout juste un instant. Dès demain, le général Keïa et le ministre de la Défense Pete Hegseth tiendront une conférence de presse à 8 h du matin au Pentagone. Et je veux remercier tout le monde, et en particulier Dieu. Je veux simplement dire que nous t'aimons, Dieu, et que nous aimons nos grands militaires. Protège-les, Dieu bénit le Moyen-Orient, Dieu bénit Israël et Dieu bénit l'Amérique. Merci beaucoup. L'objectif principal des forces de défense israéliennes est de paralyser le programme nucléaire de l'Iran en frappant ses sites d'enrichissement les plus importants, en particulier Fordo, Natanz et Ispahan. Prenons par exemple Natanz. Ce site comprend 6 bâtiments en surface et 3 installations souterraines, dont 2 sont suffisamment grandes pour accueillir 50 000 centrifugeuses, selon l'initiative contre la menace nucléaire après le récent bombardement du site par Israël. Les premières estimations montrent que les frappes ont été très efficaces. Elles ont causé bien plus que des dégâts superficiels, coupant l'électricité aux niveaux inférieurs où se trouvent les centrifugeuses. La partie en surface de l'usine pilote d'enrichissement du combustible a également été détruite. Cette usine, en service depuis 2003, enrichissait l'uranium à une pureté de 60%. Pour donner un contexte, l'uranium de qualité militaire est enrichi à 90%, c'est pourquoi cette installation était dangereusement proche de ce seuil. Maintenant, prenons Farido en contraste avec Natanz. Farido est situé profondément sous terre et protégé par d'importantes fortifications. Israël l'a visé avec des munitions anti-bunker modernes, mais les résultats étaient beaucoup moins convaincants. Leurs bombes avaient du mal à percer la protection dense. Les dégâts étaient minimes malgré les frappes répétées. En fait, les avions israéliens ont largué ces munitions à plusieurs reprises sur Fordo, provoquant un tremblement de terre local de 2,5 sur l'échelle de Richter, ce qui indique la force brute utilisée. Cet endroit reste un problème sérieux.
protégé à la fois par sa position géographique et par le bouclier complexe de missiles de l'Iran. La raison pour laquelle Israël a décidé de frapper à nouveau ces mêmes cibles n'est pas de faire une déclaration retentissante, mais parce qu'il est bien plus difficile de briser le programme nucléaire iranien que de simplement frapper une cible une fois et de passer à autre chose. C'est pourquoi Israël a besoin que les États-Unis d'Amérique livrent la bombe GBU, 57 anti-bunker, afin de pouvoir enfin percer le site nucléaire de Fordo. Commençons par examiner la bombe Bomb Live Unit 109. Il s'agit d'une bombe pesant près d'une tonne, développée dans les années 1970. Cette arme est capable de percer près de 2 mètres de béton armé. Ensuite, nos potents sur Meshit, nous passons à ce qu'utilise Israël. La bombe GBU-28, équipée d'un système de guidage laser à l'avant de la bombe, peut pénétrer jusqu'à une profondeur de près de 6 mètres, soit l'équivalent de la hauteur d'un bâtiment de 2 étages. Cependant, aucune ne peut rivaliser avec les capacités impressionnantes de l'arme de la GBU-57, aussi appelée Massive Ordnance Penetrator. Elle peut pénétrer dans le sol à une profondeur de plus de 60 mètres. À titre de comparaison, cette profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Ces exemples démontrent des avancées significatives et des différences dans les niveaux de pénétration parmi ces armes spécialisées. Cela signifie que cette arme peut pénétrer dans le site nucléaire de Fordo. Plaçons une personne moyenne à côté de cette bombe. La taille du missile est de 6 mètres, ce qui lui donne une forme aérodynamique profilée, cruciale pour la stabilité et la précision. Avec un diamètre de 80 cm et un poids incroyable de 13 tonnes et demie, cette bombe utilise sa masse énorme pour générer l'énergie cinétique nécessaire à une pénétration en profondeur. Cette conception lourde et compacte lui permet de traverser plus de 60 mètres de béton armé, ce qui en fait l'une des munitions les plus efficaces au monde pour la destruction de bunkers. Mais les États-Unis sont le seul pays à posséder actuellement cette technologie. Pour déployer une arme aussi lourde, il vous faut cet avion furtif d'une valeur d'1 milliard de dollars, comme le bombardier B-2 présenté dans l'une de mes vidéos précédentes. C'est parce que l'Iran dispose toujours d'un système de défense aérienne fiable et qu'un avion standard peut être facilement détecté par radar et abattu. Étape 1. Une plateforme pour placer la bombe. Comme mentionné précédemment, le bombardier furtif B-2 vole à une très grande altitude. Lorsque l'avion atteint l'endroit désigné et que les conditions sont optimales, il largue la bombe. La bombe a été conçue pour être précise et l'altitude de déploiement joue un rôle crucial dans sa trajectoire et son efficacité. Ensuite, lors de la deuxième étape, le guidage de haute précision intervient. La bombe est équipée d'une technologie de guidage avancée, y compris des systèmes de navigation inertielle qui sont de niveau militaire. Ensuite vient la troisième étape, c'est-à-dire la correction de trajectoire. Les informations et les données de guidage sont ensuite transmises aux 4 moteurs à grille de la bombe située à l'arrière. Ces ailettes peuvent bouger et s'ajuster en temps réel, permettant à la bombe de corriger sa trajectoire pendant sa descente sous l'effet de la gravité. Ces ajustements sont nécessaires car l'arme ne dispose pas de moteur pour modifier sa trajectoire. À la place, la bombe s'appuie sur le mouvement de ses ailettes et sur une grande différence d'altitude pour contrôler sa trajectoire de vol. C'est pourquoi la bombe doit être larguée d'une très grande altitude, afin d'avoir suffisamment de temps et de distance pour ajuster précisément sa trajectoire. Et voici la partie la plus difficile, la 4e étape, l'impact et la pénétration. La bombe, connue sous le nom de pèse environ 13 tonnes et demie. Lorsqu'elle atteint sa cible, elle frappe avec une force énorme, conçue pour pénétrer profondément dans des structures fortifiées, comme des bunkers. L'énergie de l'impact permet à la bombe de s'enfoncer à plus de 60 mètres dans le béton armé, garantissant qu'elle délivre sa charge exactement là où elle s'est prévue pour un effet maximal. Enfin, la 5e étape consiste en la partie complexe de l'armement de l'arme. Il a été équipé de 2 détonateurs. Des détonateurs doubles sont nécessaires comme réserve, le premier pour le capteur d'impact et le second est un détonateur à retardement.
La raison de la nécessité de la refonte était de garantir que la bombe puisse atteindre des cibles enfouies sous d'importantes couches de matériaux renforcés. C'est pour cette raison que les détonateurs sont placés à l'arrière de la bombe afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. Dès que le retardateur de temps ou le détonateur à capteur d'impact atteint son objectif, il peut exploser, créant un mini-séisme capable d'ensevelir des bunkers et des immeubles de 20 étages.